Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief, le top flop du dernier Grand Prix de la saison. Et oui, c'est déjà fini, c'est déjà la fin, on est tous déçus que la saison a été serrée au niveau du championnat, même si tout n'a pas été parfait du côté de cette saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ce Grand Prix, ce que vous avez pensé du Grand Prix. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir sur Spotify EPS 2.0. N'hésitez pas également à aller voir TikTok. On a fait une vidéo de débrief des qualifications, notamment sur TikTok. Donc c'est toujours intéressant. Et puis voilà, on commence tout de suite avec ce Grand Prix MotoGP de Valence, le circuit Ricardo Tormo. Toujours un circuit assez technique, cette piste de Valence. Moi, c'est une piste, j'ai toujours eu du mal sur les jeux de moto avec ce circuit. J'avais du mal à trouver le rythme sur certains virages, notamment le premier virage. J'ai toujours tendance à freiner un peu trop dans ce premier virage. Donc avoir du mal à mettre du rythme. Ça a été une course assez intéressante. Bien entendu, on a senti dès le début du week-end que c'était pas un week-end comme les autres, que c'était un week-end où se jouait le championnat, comme ça avait été le cas en 2020, comme ça a été le cas d'autres années, notamment Dovizioso Marquez, on l'a vu. Alors je sais plus c'était quelle année, ça, Dovizioso face à Marquez. Une fois ça s'était joué à Valence. Et Marquez s'était imposé vu que Dovizioso était tombé comme Lorenzo. C'était l'année où il y avait Lorenzo chez Ducati. Ça devait être 2018, je dirais de tête, mais sans être sûr. Où il y avait eu, et puis bien entendu, Nicky Hayden Rossi, où Rossi avait perdu le titre lors de cette dernière course. On a senti dès le début du week-end que Bagnaia était pas à l'aise et que Fabio était pas dans le même état d'esprit d'habitude, c'est-à-dire qu'il était full attaque. Ça s'est senti très vite dans la manière de construire le week-end et notamment sur la journée du samedi. La journée du samedi où on a senti dans les essais libres 3 que Bagnaia n'était pas du tout à l'aise, que Bagnaia ne voulait absolument pas tomber. Ce qui fait qu'il était très tendu sur la moto, il avait aucun rythme. Il passe directement en Q2, mais sur un tour. Parce que sinon il a beaucoup de mal. Et déjà à ce moment-là, tu te dis, bon, s'il arrive à le faire sur un tour, à rentrer dans les 7-8 premiers, en course, en prenant un peu moins de risques, il est capable de faire 11-12 et c'est suffisant pour avoir le titre. Donc il avait, je dirais pas une grosse marge de sécurité, mais il avait quand même un petit truc pour se dire, bon, je peux finir 12e, 13e, j'aurai les rythmes pour faire 12 ou 13 sur ce Grand Prix. Et puis de l'autre côté, Fabio semblait très très à l'aise avec beaucoup de rythme. En qualif, ça a été un peu plus compliqué pour Fabio et je pense c'est entre les EL3 et les qualifs, il y a des pilotes qui ont progressé en termes de rythme et avec la YAM, il n'a pas réussi à progresser en termes de rythme et c'est presque là où ensuite il perd le week-end. Et après derrière, la victoire de Rins et donc le titre de Bagnaia. Titre qui est totalement mérité. Bagnaia parce qu'il arrive à gagner le titre en étant le plus rapide sur la fin de saison. Ça n'a pas été le plus régulier, ça n'a pas été le pilote qui a fait le moins d'erreurs, ça loin de là, mais il nous a fait un titre, je dirais pas la Verstappen, mais un titre en étant le plus rapide sur la piste, ça c'est clair et net en fin de saison. Il a fracassé tout le monde en fin de saison et il a quand même repris énormément de retard parce qu'il y avait 60 points d'écart à mi-saison. Même moi j'avais dit Bagnaia, après la chute aux Sachsenring, j'avais dit Bagnaia, ça a commencé à être très très compliqué. J'étais très pessimiste à ce moment-là et puis il m'a fait mentir. Bagnaia parce qu'il finit très très fort, parce que Ducati aussi, c'est un titre mérité pilote pour Ducati parce que ça fait depuis 15 ans qu'il courait après. Qu'avec Dovizioso, ils étaient vraiment passés pas loin certaines années en faisant des erreurs, notamment dans la gestion entre Lorenzo et Dovizioso, où il y avait une gestion d'équipe qui n'avait pas été bien réalisée. Enfin, c'était pas évident. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment été performants sur cette fin de saison. Ils ont fait vraiment du bon travail, donc très satisfait de ce qu'a réalisé
l'équipe Ducati cette année. Et Pecco Bagnaia, enfin le titre, c'est vrai que l'année dernière, il n'était pas passé loin. Là, cette année, il a réussi. Mais on a senti que c'était pas un week-end comme d'habitude. Il y a beaucoup de chutes, beaucoup de tensions, même pendant le Grand Prix, beaucoup de pilotes sont tombés. Enfin, c'est toujours atypique Valence, c'est toujours une ambiance particulière à Valence, avec des séances le matin qui sont pas évidentes parce qu'il fait pas très chaud, avec des séances l'après-midi où c'est la grosse bagarre, avec des grosses tensions pendant le week-end et ça s'est senti pendant ce Grand Prix. Je rappelle juste, pendant que je vous tiens, qu'on fera un débrief équipe par équipe. Je vais les écrire la semaine prochaine. Je vais tenter de les enregistrer la semaine prochaine parce qu'avec la Coupe du Monde, après le timing va être très 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 serré avec la Coupe du Monde de foot. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour les écrire et j'ai pas beaucoup de temps aussi pour les enregistrer. Ces débriefs, donc on va tenter de le faire au maximum et sinon je les enregistrerai le matin, tout simplement avant le premier match de la Coupe du Monde. Je rappelle qu'on fera également des présentations un petit peu groupe par groupe de cette Coupe du Monde de football et qu'il y aura un débrief également des 10 éléments à retenir de cette saison. Donc il y aura 12-13 vidéos de fin de saison sur la MotoGP. 13, tiens, comme la note de ce Grand Prix. Une belle bagarre en début de course, avec c'était sympa, les premiers tours de course, notamment il y a une énorme bagarre entre Bagnaia et Quartararo. C'est le tour 3 ou le tour 4 où ils se mettent des dépassements mais monstrueux. Et puis après, il y a eu un petit train, comme un peu trop souvent cette saison, où on n'a pas forcément eu des grosses bagarres en piste pendant toute l'année. Alors surtout sur certaines pistes où on a eu peu de dépassements sur certaines pistes. Alors on a eu aussi des motos qui étaient performantes sur une piste, pas du tout sur une autre. Et puis peut-être également que les appendices aérodynamiques, au bout d'un moment, ça crée de l'air sale et que le problème qu'on a en F1, on commence à l'avoir en moto, c'est-à-dire avec ces soucis avec l'air sale, parce que autant en Superbike, des échos que j'ai entendus du Superbike, il y a eu pas mal de dépassements, mais il y a aussi moins d'appendices aérodynamiques en Superbike qu'on peut en avoir en MotoGP. Il va peut-être falloir se poser la question là-dessus et tenter de régler le problème du côté de la Dorma, parce que ça serait con que dans 4 ou 5 ans, on n'ait plus de dépassement et plus beaucoup de spectacles et qu'on soit obligé de trouver des choses pas très inventives. Et ça soit bête également que la MotoGP coûte de plus en plus cher à cause de l'aéro et que ça nuise à certains constructeurs qui ne puissent pas participer à cette compétition. Eh bien, on commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, on commence avec Fabio Quartararo. Je pense qu'il ne peut pas se reprocher grand-chose sur ce Grand Prix. Il a tout tenté. Il a tout tenté avec la confiance qu'il avait en ce moment, avec la moto qu'il avait en ce moment. Mais la marche était quand même très très haute pour aller chercher le titre. Ça aurait été quand même un miracle qu'il allait chercher le titre. J'en avais parlé lors du dernier Grand Prix où j'avais dit Pecco Bagnaia, il a quand même certainement fait le plus dur pour aller chercher le titre et ça s'est vu ce week-end. C'est-à-dire Quartararo, même avec la meilleure volonté du monde, tu sentais bien que la gagne c'était quand même difficile à aller chercher. Alors les séances du matin étaient très bonnes, les séances de l'après-midi étaient un peu plus compliquées, sauf les UL4 parce que c'est vrai que les UL4 il avait un bon rythme de course. Mais ça suffisait pas, quoi. Ça suffisait très clairement pas. Et puis, les EL4 se déroulent dans des conditions qui sont plus fraîches que la course. Et on a bien senti qu'en course, il était un peu moins à l'aise qu'en EL4 du côté de Fabio. Et on se retrouve, avoir un Fabio qui fait 4e, qui perd un peu de temps sur ses multiples tentatives de dépassement sur Pecco Bagnaia. Mais je pense tout simplement qu'il n'avait pas forcément la moto pour aller chercher la gagne, parce que quand Rins augmente le rythme, quand Binder augmente le rythme, lui il n'est pas en capacité d'augmenter autant le rythme que ces deux pilotes-là. Je pense que ça aurait été compliqué de battre Rins, Binder peut-être aussi. Il se fait un peu chahuter sur le premier virage, ça lui fait perdre un petit peu des positions. Mais il faut dire également que Rins prend un très bon départ. Fabio, il a tenté le maximum. Ça n'a pas fonctionné, mais je pense qu'il ne peut pas avoir de regrets sur ce week-end. On peut avoir des regrets
Par exemple, la chute à Assen, peut-être sur une ou deux courses où le rythme n'était pas là, où il a peut-être un moment lâché dans la tête. On peut peut-être avoir des regrets par rapport au niveau de performance de la Yamaha au niveau moteur, parce qu'on se dit que le châssis était pas si mal pendant beaucoup de courses, mais qu'il y avait un tel déficit moteur qu'il a dû prendre tellement de risques parfois dans certains circuits que c'était compliqué. On peut avoir des regrets par rapport à Phillip Island aussi. Je pense qu'il y a deux moments dans la saison, c'est Assen et Phillip Island où il perd des points. À Phillip Island, il aurait peut-être pu récupérer, je sais pas, les points de la 12e, la 11e place, ça aurait peut-être changé la donne. À Assen, bien entendu, les 20 points, 25 points de la victoire, ça change aussi la situation. Après, bon, avec Dessy, on met pareil en bouteille. L'année dernière, en Banaya aussi, des moments où il s'est raté. Il a chuté aux Sachsenring alors qu'il était plutôt performant aussi, Banaya. Donc, ouais, ça a été une année surprenante, mais comme cette saison, j'irais 2022 de MotoGP qui a été assez bizarre sur certains points, parce que sur certains grands prix, peu de dépassements, avec des motos qui étaient rarement performantes au même moment. On a rarement eu des bagarres à plus de 2 ou 3 motos différentes sur les 6 constructeurs au départ. Donc ça aussi, non, sur les 5 constructeurs pardon, au départ. Donc ça aussi, il faut le notifier. Donc voilà, pas grand chose à se reprocher du côté de Fabio sur ce week-end de course. Je pense qu'il a donné le maximum. On continue avec Johann Zarco. Que dire de Johann? C'est encore compliqué, mais lui aussi, un petit peu comme la deuxième partie de saison. C'est surprenant de voir que Johann Zarco a été performant en début d'année, quand il a fait le travail de mise au point du châssis Ducati, et qu'en fait, quand Banaya a commencé à être performant, lui, il a commencé à régresser en termes de niveau de performance. Et c'est vrai que la deuxième partie de saison, on sent qu'il était moins à l'aise sur la moto, et sur un circuit comme Valence, dans des conditions chaudes, on a bien senti très vite que c'était pas évident, il abandonne. Mais c'est une saison mitigée du côté de Johann Zarco. Il y a eu une bonne première partie de saison jusqu'aux Sachsenring où il est vraiment très bien, et puis ensuite, à partir d'Assen, ça a été beaucoup plus compliqué. Meilleur résultat à partir d'Assen, c'est une 4e place par exemple en Thaïlande, mais plus de podium. Dernier podium, c'est l'Allemagne. On a bien senti que la pause estivale lui a pas fait le plus grand bien à Johann Zarco. Alors, il finit devant son équipier Jorge Martin. Mais c'est vrai que c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. On espère que ça sera mieux l'année prochaine. Et surtout, ça montre encore que du côté de Johann Zarco, il y a un vrai travail à faire sur cette capacité à se sortir des situations difficiles. Ça avait déjà été un problème l'année dernière. Ça avait été le problème également chez KTM. C'est-à-dire que quand toutes les planètes sont alignées, c'est un pilote qui est super rapide, qui est super performant. Par contre, quand il a du mal à aligner les différentes planètes, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et ça a été le problème de Johann Zarco sur cette deuxième partie de saison, qui a eu du mal à aligner les planètes, qui a eu du mal à sortir de week-end où parfois les essais étaient compliqués. Et c'est dommage parce qu'il finit 8e en plus, le classement au niveau championnat est pas très bon. Mais tout ça, on en reparlera quand on parlera de la saison de Pramac. Donc dans ces vidéos du mois de novembre ou peut-être décembre, si j'ai pas le temps de toutes les enregistrer en novembre, si la Coupe du Monde me prend beaucoup de temps, parce qu'à partir du 20 novembre, et puis même un petit peu avant, c'est vrai qu'il va y avoir un mois de novembre beaucoup plus chargé que l'année dernière déjà, et beaucoup plus chargé que le mois d'octobre qui a été assez calme. J'ai même eu un message de YouTube qui m'a dit contrairement à d'habitude, vous avez fait que 16 ou 17 vidéos en octobre. Alors normalement, vous en faites 40. Et là, je me suis aperçu, c'est vrai que normalement, je fais 50 vidéos quasiment par mois. Je pense que je suis le recordman dans le YouTube français de vidéos. On poursuit avec Tech 3. Ils finissent plutôt bien la saison, les deux petits rookies de Tech 3. Alors, en qualification, Rémi Gardner encore devant Raúl Fernandez, mais ça a été assez régulier entre les deux cette saison. En course, Raúl Fernandez devant Rémi Gardner, ça s'est souvent inversé. Également cette année. Et les deux dans les points, 12e et 13e. Alors, ils ont profité également des nombreux abandons sur ce Grand Prix, parce qu'on finit à 17.
avec Alex Marquez qui finit à un tour, hein, quand même, faut rappeler, avec un Karl Crutchlow qui est tombé également, qui sont que 15 à ne pas être tombés. Mais quand même, ils finissent devant Nakagami, devant Di Gianantonio. Donc voilà, c'est plutôt pas trop mal, je dirais, pour les deux pilotes en cette fin de saison. Comme l'a dit Hervé Poncharal, c'est une saison qui ne répond pas aux attentes de KTM. À la fois parce que KTM s'attendait enfin Tech 3, Hervé Poncharal s'attendait à mieux, et à la fois parce que les pilotes, je pense, s'attendaient à mieux de leur machine et n'ont pas été autant performants qu'on pouvait s'y attendre. Je pense qu'après, il y a aussi une question de management du côté de Tech 3, c'est-à-dire que quand en début de saison, tu sais que ta place est pas assurée pour l'année d'après, et même loin d'être assurée pour l'année d'après, ça a rendu tout de suite la situation très bizarre, avec des pilotes qui faisaient tout pour se qualifier, enfin pour être plus performant que l'équipier, et je pense qu'ils ont pris beaucoup de risques à certains moments. On leur a pas laissé le temps vraiment de s'exprimer aux deux pilotes KTM, mais au moins bon, ils finissent pas trop mal leur aventure avec Tech 3. Et du côté de Tech 3, je rappelle, de nouveaux pilotes l'année prochaine. On reviendra sur tout ça lors des présentations de fin de saison, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire sur ces débriefs équipe par équipe. Je fais la promotion parce que ce sont des vidéos qui sont importantes si vous aimez la MotoGP. Si vous aimez les vidéos sur la chaîne, parce que voilà, je me casse un petit peu les fesses pour faire ces vidéos-là. Il y aura les mêmes pour la Formule 1 en passant. Donc voilà, novembre, décembre, très chargé sur la chaîne jusqu'à Noël. Et puis n'oublions pas les pistes vertes également. On poursuit tout de suite avec les pilotes au top. On passe aux pilotes au top, des pilotes au top qui sont à peu près les mêmes que sur les dernières courses. C'est vrai qu'on a eu en fait une hiérarchie qui est restée sensiblement la même entre les pilotes en difficulté et les pilotes au top. Je commence avec Bagnaia. Alors certains vont dire oui, il n'a pas fait une super course, il finit 9e ou 10e, je ne sais plus, du Grand Prix. Moi je trouve qu'il avait une pression qui était énorme. Pourquoi une pression qui est énorme? Déjà parce que premier titre de champion du monde, c'est jamais simple à aller chercher, parce que il savait qu'il avait les clés et la solution entre ses mains, mais il fallait pas qu'il tombe. Et quand tu as peur de la chute, forcément tu conduis pas l'esprit libéré. On a senti que pendant tout le week-end, il pilotait presque avec le frein à main. L'objectif était de ne pas tomber au maximum. Donc c'est vrai que là, c'est pas facile quand tu es dans ce genre de situation-là, parce que Fabio Quartararo lui a quand même mis la pression, notamment sur les séances d'essai, énormément. Un peu moins en course, mais sur les séances d'essai, il avait la pression. Pecco Bagnaia, et je pense qu'il n'avait pas les sensations de l'année dernière sur cette piste, parce que l'année dernière il avait fait une très belle course, un très beau week-end, et là c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Pas forcément aidé par tout le monde non plus. C'est vrai que Binder, par exemple, en début de course, on sent qu'il fait le dépassement Forceps, Bastianini, Marini aussi n'ont pas forcément protégé énormément Bagnaia pendant le week-end. Et puis, il s'en sort bien parce qu'il marque les points. Il y avait aussi une pression, de toute l'Italie. Parce que je rappelle, c'est la première fois depuis Giacomo Agostini 72 qu'un pilote italien gagne un titre sur une moto italienne. Il y avait donc une pression forcément des médias italiens parce que l'Italie est une terre de moto, de sport mécanique, mais aussi de moto, et donc tout le monde était concentré là-dessus. Également une pression de la part de Ducati parce que le titre pilote leur échappe depuis 2007 et qu'ils voulaient aller chercher ce titre pilote, ils étaient passés à côté avec Dovizioso. Enfin voilà, il y avait l'objectif depuis 2007 que les investissements énormes que fait Ducati depuis de nombreuses années, ça paye enfin au niveau du titre pilote. Et puis la pression parce que par exemple t'as Valentino Rossi qui s'est pas pointé quasiment de la saison sur les week-ends de course et qui se pointe là. Enfin, il y avait tout pour qu'il y ait la pression sur ses épaules. C'est-à-dire tout était fait pour que ils comprennent bien que c'était pas un rendez-vous habituel. Et je trouve qu'il est resté assez calme. On sent qu'à l'arrivée c'est un vrai soulagement. On sent qu'il y a une pression. Alors encore une fois, je voudrais quand même signaler un feu d'artifice de jour.
c'est comme hurler dans un mégaphone, hein. Ça n'a aucun intérêt. On a eu pareil à Austin sur la Formule 1, là il y a eu un feu d'artifice de jour, super. L'intérêt, zéro. Mais bon, de toute manière, la MotoGP, pour célébrer les titres, on se souvient du faux diable, là, du truc en réalité augmentée l'année dernière aussi avec Fabio Quartararo, c'était pas exceptionnel. Mais pour revenir à Pecco Bagnaia, ouais, il y avait une énorme pression sur les épaules et c'était vraiment pas simple, je pense, à gérer le week-end. Et je trouve qu'il s'en est bien sorti. Et maintenant, à lui déjà de se concentrer déjà sur l'année prochaine avec les essais de pré-saison. Il pourra, après les essais de pré-saison, là, je pense, profiter un petit peu la fin novembre, début décembre. Et puis ensuite, on prépare la préparation physique parce que 2023 arrive très vite et parce que Yamaha aura les crocs. Fabio Quartararo aura les crocs parce que Marc Marquez il fera une saison complète parce que Marc Marquez lui aussi il voudra bien faire, que du côté de chez Ducati il y aura Bastianini qui sera un énorme adversaire à aller chercher parce que Jorge Martin il voudra montrer je pense que c'est pas simplement un pilote de qualification notamment Miguel Oliveira sur l'Aprilia de chez RNF. Voilà, il y a beaucoup de pilotes qui seront revanchards. Il y a beaucoup de pilotes qui voudront montrer ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent, pardon. Et forcément, ça risque de rouler pas mal vite dans les jours à venir. Et l'année prochaine, ça risque d'être une saison intéressante parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. Le niveau sera élevé en MotoGP du fait qu'on perde 2 motos. Il y aura vraiment des belles équipes. Et il faudra faire attention. Puis avec KTM, je pense qu'il cette année s'est un peu planté au niveau du choix de châssis. Je suis pas sûr qu'il fasse la même erreur l'année prochaine, donc on pourrait avoir des KTM performantes. Voilà, ça peut être une saison très intéressante. Donc Ducati ne doit pas se reposer sur ses lauriers, loin de là. On poursuit avec un autre pilote, Alex Rins. C'est pas une mauvaise année d'Alex Rins, hein. Alors certes, Suzuki a eu des passages à vide cette année. Mais si tu compares la saison d'Alex Rins à la saison de Joan Mir, il lui colle quasiment 100 points dans la gueule, hein. Alex Rins. Je trouve que voilà, il finit fort la saison parce que les 3 dernières courses, c'est 2 victoires, une 5e place en Malaisie. La deuxième partie, en fait, à partir de son abandon, de son retour, on va dire, à Assen, la deuxième partie de saison, il y a un seul résultat en dehors du top 10 et un abandon. Donc sur 10 courses, c'est quand même pas mal. Et puis, il a montré à tout le monde que c'était encore un bon pilote parce que c'est vrai que depuis 2020, c'était compliqué pour Alex Rins. 2020, c'est Joan Mir qui lui pique un peu son titre. C'est vrai que c'est lui qui voulait récupérer, je pense, le titre de champion chez Suzuki. 2021 est une année très compliquée pour Alex Rins. Autant Joan Mir arrive à s'en sortir, autant Alex Rins, c'est un fiasco quand même sur cette année. Autant 2022, il a réussi à réinverser la tendance. Et j'avais dit en début d'année, en fin d'année l'année dernière, lors de ma présentation de la saison, j'avais dit pour Alex Rins, c'est une saison très très importante. Et à ce moment-là, on ne pensait pas que Suzuki allait se barrer de la MotoGP, mais j'avais dit que c'était une saison importante. S'il voulait rester chez Suzuki ou s'il voulait rester dans une bonne équipe, ça a été encore plus important parce qu'il devait faire une bonne saison s'il voulait rester en MotoGP. Il a fait une bonne saison. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il se retrouve dans une équipe satellite. C'est pas forcément facile, mais au moins Alex Rins a fait vraiment du bon boulot. Donc voilà, chapeau monsieur Alex Rins avec cette 7e place au championnat du monde de pilote, notamment devant Johan Zarco, et puis cette fin de saison et cette victoire. Et puis c'est bien pour Suzuki que ça se termine comme ça. Même si on aurait préféré que ça ne se termine pas du côté de Suzuki, et je pense que ça laisse d'énormes regrets, cet arrêt de Suzuki. Je pense que c'est une équipe qui avait une bonne moto, qui avait fait du très bon travail, avec des moyens, qui avait une équipe qui était très bien structurée, parce que c'était pas l'équipe qui avait le plus gros budget, et pourtant ils faisaient vraiment du bon boulot. Et puis ça s'est arrêté un peu trop tôt pour moi, et c'est dommageable, mais bon, c'est des choix commerciaux de la part de Suzuki.
pression des actionnaire et puis une instabilité économique qui fait qu'on va peut-être avoir des équipes qui vont s'arrêter aussi dans les années à venir, parce que c'est sûr que le monde du sport risque d'être touché peut-être par cette situation économique qui n'est pas facile en ce moment. Et puis je termine avec Brad Binder. Bah là encore une très belle course. C'est un pilote quand même, Brad Binder, qui cette année a fait une très bonne saison. Pourquoi? Parce que Brad Binder, c'est deux résultats seulement en dehors du top 10 et un abandon sur toutes les courses de l'année. Un seul abandon de la part de Brad Binder. Alors oui, il n'y a pas de victoire, il y a 3 podiums. Certains diraient, ouais, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais alors une super régularité au niveau des résultats pour Brad Binder, avec une moto qui était pas facile. Ça a été vraiment le chef de file pour moi de KTM. Malgré une moto qui est pas facile, KTM, je crois, est 3e du championnat par équipe. Malgré une moto pas facile, KTM n'est pas dernier au championnat du monde constructeur. L'année prochaine, s'ils ne se plantent pas sur les essais de pré-saison, qui font les bons choix pour les premiers Grands Prix, et KTM sera très fort. Et Binder est paré pour le titre. Binder est prêt aujourd'hui. Il lui manque juste la moto. Mais pour moi, il est prêt et il a montré cette année que c'était un pilote très solide. Alors certes, parfois des dépassements agressifs, mais en même temps c'est agressif sans tomber. Et je trouve qu'il a été très bon cette année, Brad Binder, sur l'année. Un peu peut-être dans l'ombre. Je l'ai mis plusieurs fois en top. Et c'est vraiment parce que je trouve qu'il a fait une belle saison. Une très belle régularité. Alors il échoue à 1 point du top 5 du championnat du monde pilote. Mais je trouve qu'il a fait vraiment une belle saison, Brad Binder, et je voulais le signaler. Et il fait encore une très belle course avec cette 2e place. Parce qu'en plus, il fait un énorme départ, Binder. Parce qu'en qualif, sur la grille, il était 7e. Et il se retrouve dans le top 3 quasiment dès le premier virage. Donc très gros départ de la part de Brad Binder. Et très bon Grand Prix, je trouve. Parce qu'à un moment, il se retrouve derrière Banaya. Il fait le job derrière Banaya. Non, il a fait vraiment une course très intéressante, je trouve, Binder, et c'est un pilote sur lequel il faudra compter l'année prochaine. C'est un pilote qui sait toujours faire des bonnes fins de course. Voilà, c'est un pilote moi que je trouve très intéressant. Moi, je l'ai connu en Moto 3 à l'époque, et c'est vrai qu'il m'avait impressionné lors de sa saison de Moto 3. J'ai un peu moins le temps maintenant de regarder la Moto 2, la Moto 3, mais je trouve que Brad Binder, il faudra s'en méfier l'année prochaine, parce que s'il a la moto, et je pense qu'au KTM va pas se planter encore pendant 150 ans, il faudra faire attention à lui. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne de ce week-end, Bezzecchi. Week-end qui a été compliqué pour Bezzecchi. Ça montre, du côté de Bezzecchi, que même s'il est champion des débutants, champion des rookies, alors déjà il est champion des débutants sans avoir une grande concurrence face à lui, mais aussi ça montre qu'il y a encore du boulot pour Bezzecchi. Il y a encore du travail. C'est pas encore un total crack. J'attends de voir ce que ça va donner l'année prochaine, Bezzecchi. Je suis pas encore totalement sûr que ça soit un pilote en MotoGP qui soit capable d'atteindre les hautes sphères du classement. Donc j'attends de voir pour l'année prochaine. Surtout, j'attends de voir plus de régularité dans les résultats, moins de chutes. Il est quand même tombé pas mal. Et ça sera... voilà, il va falloir confirmer. Et c'est pas toujours facile de confirmer. L'année de la confirmation, parfois, certains se sont cassés les dents dans ce genre de situation. Et ce week-end, c'est vrai que Bezzecchi, il y a 2 chutes en EL3, une énorme chute. Mais il y a eu vraiment un week-end qui n'a pas été évident. Avec, il n'a pas réussi à sortir de la Q1. Il était assez loin même de passer en Q2. Et puis, en termes de rythme, c'était pas fantastique. Il finit 11e du Grand Prix. Mais il faut quand même notifier qu'il y a seulement 15 pilotes qui ne tombent pas. Donc voilà, ça aurait pu être mieux pour Marco Bezzecchi. Il a été largement devancé par Luca Marini ce week-end. Il a fait des bonnes choses, Bezzecchi. Maintenant, on attend plus de constance. Enfin, moi, j'attends plus de constance, plus de régularité.
dans les très bons résultats. Pour voir ce que ça va donner dans le futur. Donc j'attends de voir l'année prochaine. C'est vraiment quelque chose que je vais regarder assez attentivement. Et puis on poursuit avec Darin Binder. Alors autant Brad Binder cette année était régulier, autant Darin Binder, il y a une sorte de régularité au niveau des mauvais résultats. Fin d'année très compliquée avec quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abandons. Il finit sur 2 abandons. Sa carrière on va dire son premier passage en MotoGP, il est monté trop vite. On se souvient déjà que Jack Miller, ça avait été très compliqué de la Moto3 à la MotoGP, mais Jack Miller, il avait remporté le titre. Darin Binder, il était encore assez loin quand même du titre en Moto3 et on le fait monter directement en MotoGP. Je pense que c'était une mauvaise idée et je pense que son entourage, son agent aurait dû dire non, c'est pas une bonne idée. Il faut que tu passes par la Moto2, tu dois encore t'aguerrir. Je pense qu'il avait besoin encore pas mal de s'aguerrir, Darin Binder. Et en plus, surtout pas chez RNF, qui était quand même pas l'équipe du siècle, RNF, et ça s'est bien senti que ça a été compliqué pour le pilote sud-africain qui finit la saison seulement avec 12 points. C'est 2 points de plus que Crutchlow qui n'a fait que 6 courses, alors que Binder a fait toute la saison, et dans ces 12 points, il y a une 10e place qui a amassé beaucoup de points. Il est rentré seulement 3 fois dans les points Darin Binder. Ça a été vraiment une saison extrêmement compliquée pour le pilote sud-africain. Beaucoup de chutes, beaucoup d'abandons. Pour tout vous dire, je n'ai même pas vu son abandon pendant le Grand Prix. Pourtant, j'ai regardé la course. Alors, j'étais un petit peu fatigué, mais pas plus que ça. Mais son abandon m'a même pas marqué. C'est dire que Darin Binder m'a pas fait une grande impression cette année. Je crois que j'ai mis une fois au top en Indonésie. Et puis après, derrière, je pense que l'Indonésie a été l'exception qui confirme un peu la règle. Derrière, au niveau des résultats qui ont été compliqués et du mauvais choix, je pense, qu'a fait Darin Binder. Bon, on le verra l'année prochaine dans une autre catégorie. Il fallait qu'il passe par la Moto2. Bon, il verra la Moto2 l'année prochaine. Je pense que c'était une mauvaise idée. J'espère par contre qu'il n'est pas grillé à vie pour la MotoGP. Ça serait dommageable. Mais faut encore qu'il s'aguerrisse, faut qu'il progresse au niveau mental, faut qu'il soit encore moins agressif parce que Derfour, il est quand même vraiment tête brûlée. Donc il y a encore pas mal de boulot pour Darin Binder. Et puis on termine avec Aprilia. Double abandon pour finir la saison. Dernier quart de saison très compliqué. C'est-à-dire la tournée outre-mer. Ça a été compliqué pour Aleix Espargaro. Parce que aucun résultat dans le top 8. Dernier podium, donc Aragon. Et c'est con parce que Aleix Espargaro, sur la première partie, enfin sur les 3 quarts de la saison, c'est vraiment très bien. Et puis ce dernier quart de saison, il sort du top 3, il se retrouve 4e du championnat, un abandon. Vignales aussi, ça a été moins bien. Il va falloir que l'équipe comprenne ce qui s'est passé sur cette dernière partie de saison, parce que ça leur a coûté très cher à Aprilia. C'est dommage parce qu'ils font 3 quarts de saison vraiment très bien. Et puis le dernier quart a été beaucoup plus compliqué. Donc il y aura un travail là de débriefing pour comprendre ce qui s'est passé. On les sentait complètement perdus chez Aprilia. Ils ne savaient pas trop pourquoi ça ne marchait pas. Et puis l'année prochaine, du côté d'Aprilia, il faudra réussir la saison complète. S'ils ne se ratent pas sur le dernier quart de la saison, et s'ils arrivent à faire une moto qui est aussi bonne que celle de cette année, ce seront des prétendants sérieux. Mais je pense que l'année prochaine, si on peut faire des dépassements, ça sera une des clés. Mais si on peut faire des dépassements, on peut avoir des sacrées bagarres, que ça soit en qualification ou en course, et dans les fameuses courses sprint, parce que je rappelle que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de courses sprint, il y aura beaucoup de grands prix, beaucoup de courses sprint, donc ça va être... il va y avoir de la bagarre, et on peut avoir des surprises, il y aura, je pense, une bagarre pour le championnat et ça ne m'étonnerait pas que le titre se joue sur la fin de saison, à part si il y avait vraiment une équipe qui dominait
l'année prochaine, mais je suis pas sûr. Et ben voilà, on a fait le tour de ce dernier Grand Prix. On passe aux différents classements. On commence avec le classement pilote, classement définitif. Francesco Bagnaia, champion du monde avec 265 points. Devant Fabio Quartararo, Enea Bastianini 3e, qui passe devant Alex Espargaro. On retrouve ensuite Jack Miller, Brad Binder, Alex Rins, Johan Zarco 8e, devant Jorge Martin, Miguel Oliveira. Premier débutant, Marco Bezzecchi, qui finit juste derrière Marc Marquez, Joan Mir 15e, Paul Espargaro seulement 16e, Nakagami 18e, Di Antonio 20e, deuxième débutant, Andrade Dovizioso 21e, Cal Crutchlow 25e. On passe au classement constructeur. Ducati en tête, qui remporte les 3 titres, Ducati, vraiment une sacrée performance. Devant Yamaha, Aprilia, on a failli avoir un doublé d'équipes italiennes, de constructeurs italiens de première place. Heureusement, Yamaha finit bien. Et puis on retrouve ensuite KTM, Suzuki et Honda. Bonne dernière, Suzuki qui s'en sort bien avec ses 2 victoires d'Alex Rins. Et puis on passe au classement constructeur. Ducati, champion devant KTM, Aprilia et Pramac. 4 équipes européennes aux 4 premières places. Je pense qu'il faut remonter dans les années 70 pour voir ça. Donc ça montre le grand retour de l'Europe et la grande difficulté qu'ont eu les Japonais cette année. 5e Yamaha, 6e Suzuki, 7e Gresini, 8e la VR46, 9e Honda avec le team officiel et 10e LCR Honda avec 98 points. Et Tech 3 qui finit bon dernier de ce championnat du monde. Tous les classements sont dans la description de la vidéo. Le classement également du Grand Prix. Voilà, vous avez tout dans la description de la vidéo. Je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Les vidéos de débrief de chaque équipe. Les 10 éléments à retenir de la saison également comme vidéo de fin de saison. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour la MotoGP pour faire le débrief de tous les Grands Prix de la saison. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.